Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue. Bonjour Gilbert. Bonjour à mes Bonjour invités. Et tous Alors, ceux Gilbert. qui je nous salue regardent. déjà mes invités. Merci de vous être prêtés au jeu de cette rencontre toute spéciale en ce 24 octobre. Nous sommes réunis dans 4 différents pays pour parler et célébrer la fleur des fleurs, l'Ylang Ylang. C'est un concept tout à fait différent de ce que j'ai fait avant. Donc, on n'est que nous ensemble sur le Zoom, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent live sur Facebook. Et puis, donc, merci de vous être prêtés au jeu. Vous avez tous des connaissances en aromathérapie, mais ce qui est particulier, c'est que vous avez chacun votre spécialité, que ce soit une passion particulière ou des connaissances particulières. Donc, on va aborder l'Ylang Ylang vraiment selon votre filtre à chacun. Et c'était l'intérêt de cette rencontre. J'aimerais, pour ceux qui ne vous connaissent pas, prendre le temps de vous présenter individuellement. Donc, de la France, Nathalie Bianconi-Bellon, bonjour. Formée en aromathérapie, olfactologue intuitive chez l'Atelier de Tara. Nathalie travaille beaucoup auprès des femmes pour qui elle organise, entre autres, des cercles de reliance, des retraites aromacoeur Corse autour des plantes aromatiques au domaine Vitalba en Corse. Et puis, vous pouvez suivre ces activités sur le site l'atelierDeTara.com, un endroit où je suis retourné ce matin et puis j'adorais parce qu'il y avait j'étais stressé, puis il y avait des petits oiseaux. C'est vraiment comme un univers. On va sur cette page-là, il y a toujours plein de choses à découvrir. Un bel univers que je vous invite à aller découvrir, l'univers de Nathalie. Donc, je t'ai déjà salué. Donc, oui, bonjour Nathalie. Véronique Tanguay du Québec. Véronique est herboriste, naturopathe, spécialisée en aromathérapie. Elle est cofondatrice avec Michael Zayat de l'Académie Jardin de Vie. Elle est l'auteure de la formation en aromathérapie offerte à l'Herbothèque. Ici au Québec, elle enseigne également à l'École d'enseignement supérieur de naturopathie du Québec. Bonjour Véronique. Bonjour Gilbert, merci. Et puis, maintenant, on enchaîne avec Bruno de la Belgique. Bruno est également formé en aromathérapie. Oui, bonjour. Également formé en aromathérapie à l'école de Dominique Beaudoux. Il est aromacologue et aromatologue. Il est aussi auteur de littérature parfumée et de fragrances littéraires. Il adore les parfums et la parfumerie. Il m'avait dit d'ajouter, puis j'ai oublié, ça aromaphile. Odorophile. Avec l'accent québécois, odorophile. Je recommence. Bruno est odorophile. Bruno adore les mots, la poésie, et il mélange tout ça avec les odeurs, les parfums. C'est un homme passionné que je suis content de vous faire découvrir si vous ne le connaissez pas. Ensuite, on enchaîne avec Kassim Fidali. Il est originaire de Madagascar. Il habite présentement à Mayotte. Il est docteur en chimie organique et photochimie, expert en chimie automatisée et analyse thermique. Il est producteur d'huile essentielle d'Ylang Ylang à Mayotte, fondateur de Néocent. Néocent, je ne sais pas si je le prononce bien, c'est une entreprise qui travaille au développement de nouvelles manières plus durables pour la distillation des huiles essentielles. Vous pouvez suivre aussi ses activités et avoir plus d'informations sur son site kassimfidali.com. C'est bien ça? Oui, j'ai oublié de dire aussi pour Bruno, vous allez retrouver ses billets et ces informations sur Essence Lyrique sur Facebook. Je vais mettre les liens de toute façon sous la vidéo. Ils le sont déjà. Vous allez pouvoir retrouver les liens vers les pages de mes invités. Donc, voilà pour ça. Donc, sans plus tarder, je pense qu'on va commencer avec Kassim qui nous a dit tout à l'heure en arrivant que si on a un petit peu de retard, c'est parce qu'il est allé nous chercher quelque chose de précieux que personne d'entre nous n'avons sous la main, mais que Kassim a la chance d'avoir. Peut-être qu'il ne s'en rend plus compte, mais donc tu nous expliques, Kassim, où tu es allé dans la dernière heure? Oui, alors, la dernière demi-heure, je me suis empressé
d'aller chercher quelques fleurs en fait d'ylang en fait pour essayer de vous montrer ça. Alors vous voyez, elle commence déjà à faner là. Donc voilà, on essaiera de voir ça un peu plus en détail tout à l'heure pour vous montrer ça. Donc ça m'a pris un peu de temps. Donc je m'excuse auprès des internautes, auprès de mes chers collègues Nathalie, Véronique, Bruno et toi-même Gilbert. En tout cas, je suis ravi en fait d'être là parmi vous et de parler d'ylang. Alors, quand je me mets à parler d'ylang, forcément, alors, je suis un peu désolé parce que on est à Mayotte et du coup, c'est un pays musulman et vous entendez certainement voilà l'appel à la prière. Voilà, quand je me mets à parler d'ylang, eh ben je peux parler pendant 1 heure. La dernière fois, on l'a bien vu, donc je vais essayer de centrer un petit peu. Est-ce qu'on peut déjà dire mon discours. Pardon de t'interrompre, est-ce qu'on peut déjà dire que tu viens d'une famille de producteurs d'ylang-ylang, c'est ça? Ton frère, ton père, toute ta famille. Peux-tu nous parler rapidement de ce petit passage-là, d'où tu viens? Par rapport, je vais compléter ta présentation, je te laisse ensuite enchaîner comme tu l'avais. Oui, pas de souci. Bon, rapidement, c'est vrai que l'ylang suit ma famille depuis 2 générations, on va dire. On distille l'huile essentielle à travers, on a distillé l'huile essentielle surtout sur Nossi Bé. Voilà, je viens de Nossi Bé, je suis malgache, indien d'origine et français par la nationalité, voilà. Bref. Donc, mon histoire, voilà, commence depuis tout jeune. En fait, on distille l'huile essentielle. Moi, j'étais tout jeune, et du coup, mon frère Younous a continué en fait un petit peu la voie de nos parents, de mon grand-père et de mon père, et a décuplé un petit peu la production de l'huile essentielle d'ylang sur Nossi Bé. Donc, on produit actuellement jusqu'à 3 tonnes d'huile essentielle annuelle d'ylang-ylang sur Nossi Bé. Et moi, en 2000, j'ai quitté la France et puis je suis parti à l'étranger pour pouvoir étudier. Mais je n'avais qu'une seule envie, c'est de pouvoir revenir et mettre aussi ma pierre à l'édifice, on va dire, et pas n'importe comment. Donc, c'est pour ça que j'ai fondé Néosynth il y a 2 ans. Et avec la Covid, on a eu beaucoup de soucis, mais c'est pas grave, c'est en train de reprendre et nous sommes en train, voilà, nous avons validé un nouveau procédé pour produire les huiles essentielles et j'utiliserai du coup l'ylang pour valider ce procédé. Voilà. Donc, en gros, c'est ça mon histoire. Alors, je vais pas m'attarder vraiment sur l'histoire de l'ylang. L'ylang-ylang, rapidement pour vous parler, c'est la fleur des fleurs, hein, tu l'as dit Gilbert, c'est en philippin, donc c'est d'origine philippine, et puis cette fleur a été amenée à voyager à travers les conquêtes et a touché la Réunion, Madagascar, l'archipel des Comores aussi, où vraiment elle a trouvé le terroir, on va dire. Quand je parle de l'archipel des Comores, en réalité, il y a l'île, la Grande Comore, Moheli, et puis en juin, mais il y a aussi Mayotte. Mayotte faisait partie donc de l'archipel des Comores. Aujourd'hui, Mayotte est terre française. Voilà, donc c'est le 101e département en fait d'outre-mer. Et voilà, donc l'ylang vit essentiellement en fait sur le nord de Madagascar, Nossi Bé, en Bange, surtout Nossi Bé pour Madagascar, les Comores et puis Mayotte. Voilà, donc ça c'est vraiment, elle a atterri là et elle a trouvé vraiment son terroir pour produire l'huile essentielle d'ylang. Rapidement sur la botanique, mais vraiment un petit mot, il y a 2 variétés en particulier d'ylang, Genuina et Macrophylla, et puis une forme Fructicosa. Et c'est vraiment la variété Genuina qui est propice à la fabrication de l'huile essentielle. C'est celle qu'on va retrouver un peu partout, sauf aux Philippines où on a la Macrophylla aussi. Donc voilà. L'avantage, je dirais, de l'ylang-ylang, c'est que
c'est la fleur des fleurs qui fleurit tous les 10 jours en moyenne, 10 à 20 jours. Voilà, donc un cycle de floraison qui est très court et donc du coup, on peut en produire vraiment beaucoup. Ce que je peux dire du coup sur le marché, grâce à cette production vraiment intensive, c'est qu'on est à près de 60 tonnes annuelles d'huile essentielle d'ylang dans le monde. Et l'essentiel en fait de l'ylang est exporté depuis les Comores. Donc voilà, donc il y a 75% aujourd'hui, aujourd'hui actuellement c'est 75% pour les Comores et 25% pour Madagascar. Et là vous allez me dire, mais oui, mais Mayotte est où? Mayotte est le Graal de l'ylang. C'est vraiment la qualité de l'huile essentielle qui existe. C'est la meilleure, je dirais, en termes de parfumerie de luxe. C'est celle que préfèrent les parfumeurs. Mais le coût de production est relativement élevé et c'est en ce sens que je suis là pour monter un projet, pour pouvoir la produire de manière, voilà, de manière à dispatcher les coûts et avoir une ylang de qualité, voilà, pour pouvoir l'exporter. Voilà. C'est l'objectif de nous. Quand tu dis, Cassim, qu'à Mayotte, c'est une huile exceptionnelle c'est la meilleure, ça implique que selon le terroir, selon l'endroit où la plante pousse, il va y avoir une différence entre le produit final, finalement, au niveau de la chimie des molécules. Tout à fait, tout à fait. Vraiment, c'est une question de terroir. C'est 80% de terroir et seulement 20% de génétique. Donc, on a la forme Gémina également sur Madagascar, mais le terroir mahorais est exceptionnel et donne des fractions supérieures très, très enrichies en fait en ester en réalité. Nous allons venir sur cette partie-là sur un deuxième temps, en fait, sur les différentes fractions. Oui. J'aimerais simplement tenter de vous montrer, alors je ne sais pas si je suis un peu en retard peut-être dans ma présentation, j'ai tendance à beaucoup parler. Je vous décris rapidement. Donc, c'est vraiment des petites mains qui vont cueillir les fleurs. On ne peut pas automatiser ce procédé-là. Voilà. Donc, l'ylang, vous voyez, est une fleur qui est très fragile. Donc, la cueillette se fait de bon matin, de 5 heures à 10 heures, en fait, et le plus rapidement possible. Et on distille la fleur assez rapidement. Alors, je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Donc, c'est une fleur, en fait, très fragile, donc à 6 pétales, d'accord? Il y a 6 pétales et puis un cœur qui est coloré en rouge. Et ce rouge-là, en réalité, juste au bout des pétales, en réalité, ce rouge correspond au noyau indolique des fractions, des molécules qui sont contenues dans les fractions hautes. Donc, c'est un signe de maturité, en réalité, de cette fleur-là. Comme quoi cette fleur est mature et donc on peut la cueillir et on peut du coup la distiller. Il y a ce côté jaune. Enfin, une fleur qui est jeune est assez mature, mais une fleur qui est jaune, une fleur qui est verte, légèrement verdâtre et qui a quand même ce côté rouge que vous voyez vraiment au centre, indique comme quoi, voilà, elle peut être cueillie, on peut la cueillir pour pouvoir la distiller. Donc, un hectare voilà, comporte à peu près 400 arbres d'ylang, je vais dire. Et voilà, par hectare, on peut cueillir, je dirais, 1500 à 2000 kilos de fleurs. Ça dépend. À Mayotte, on est plus aux alentours de 2000 kilos, en fait. Voilà, et certains champs peuvent donner même 1000 kilos de fleurs parce que l'arbre n'est pas entretenu. Voilà. Donc, il faut vraiment, ça demande un entretien des champs et de l'arbre, en fait. Et c'est ce qu'il faut vraiment pour obtenir la qualité. Je vais switcher un petit peu sur le mode de distillation. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que, moi, en fait, quand tu disais que tu peux l'accueillir verte si l'intérieur est rouge, est-ce que, puis tu disais que l'intérieur rouge, c'est ce qui va se retrouver dans les premières fractions. Est-ce que ça veut dire que c'est de moindre intérêt pour faire une longue distillation quand c'est vert? En réalité, vous aurez toujours la fraction troisième. Ce n'est pas parce que vous aurez un cœur
rouge que finalement, la troisième, vous n'en aurez pas. Là, tu poses la qualité, sur les questions de qualité, donc je vais peut-être expliquer les fractions. L'ilang, c'est 5 fractions. Donc, les fractions de tête, c'est l'extra S, l'extra et puis la première. L'extra S et l'extra, on peut l'obtenir à Mayotte dans les 2 heures de distillation. Dans les 2 heures, on obtient encore de l'extra à Mayotte, ce qui n'est pas tout à fait le cas en fait sur Madagascar. Et pour ce qui est de la première, on peut même la distiller jusqu'à 6 heures de distillation. Voilà. Et après, on enchaîne sur la deuxième et puis la troisième. Et une distillation dure 24 heures en réalité. Moi, ça m'a toujours intrigué comment, après 24 heures, ça doit être une bouillie. Les fleurs, on voit qu'elles sont quand même épaisses. Mais de quoi ça… Pourquoi 24 heures pour une fleur alors que… Alors, 24 heures parce que les fractions troisième contiennent des sesquiterpènes. Donc là, on rentre un peu dans la chimie, mais c'est des molécules assez lourdes. Et pour pouvoir les extraire, au fur et à mesure de la distillation, les fleurs vont s'agréger. Et le fait d'avoir cet agrégat vraiment, et en plus, on utilise de l'hydrodistillation, donc les fleurs baignent dans de l'eau pour la plupart des procédés. Ce n'est pas le plus adapté, mais voilà, c'est le plus répandu, on va dire. Et une fois que vous avez cet agrégat de fleurs, cet amas de fleurs qui va s'agréger de plus en plus, et bien la troisième va sortir, mais très, très lentement. Donc, le rendement instantané de la distillation, en réalité, il est très important, comme dans toutes les fleurs, j'imagine, enfin, dans d'autres aussi. C'est-à-dire que dans les premières phases de la distillation, genre l'extra-ex, l'extra, jusqu'à la première, vous avez un rendement de distillation qui est assez élevé, instantané. Alors, ça varie, hein, je ne peux pas vous dire directement combien, mais en tout cas, ça varie. Et après, au bout de 6 heures, voire 6-8 heures de distillation, le rendement instantané commence à diminuer, en fait. Donc, il faut vraiment attendre 24 heures pour avoir vraiment la totalité du rendement, c'est-à-dire 2,5 à 3 kg même sur Mada par moment, d'huile essentielle pour 100 kg de fleurs. Et sur Mayotte, en raison des coûts en réalité de la distillation, parce que voilà, ça coûte très très cher hein, en termes de main-d'œuvre, en termes d'énergie. Toutes ces parties-là, je travaille justement sur ces faiblesses pour pouvoir diminuer les coûts variables de la distillation. Sur Mayotte, on arrête aujourd'hui grand maximum à 18 heures, mais le grand maximum. Parce que de toute manière, les fractions troisième ont peu d'intérêt sur Mayotte, surtout qu'à Madagascar, la troisième, elle est plus fleurie en fait. C'est une question de qualité. Quand je dis que la qualité mahoraise a un certain succès auprès des parfumeurs, parce que la parfumerie, en particulier la parfumerie de luxe, recherche notamment les fractions supérieures extra S, extra et première. Là où l'extra S et l'extra à Mayotte peut aller jusqu'à 990 en termes de densité, sachant que l'eau est à 1000, on va dire, voilà. Sur 990, on peut l'atteindre en extra supérieur. On est, pour la moyenne en fait, des champs, on est plus à 980, 985, entre 975 et 985 pour l'extra S. L'extra en fait, qu'on obtient ici, ce qu'on peine à obtenir en fait, sur Madagascar. Voilà. Et ensuite, voilà, on va jusqu'à la troisième qui atteint 0,910. 0,900, 0,910 en réalité en termes de densité. La densité n'est pas le seul critère, hein. Il y a l'indice de réfraction, il y a l'indice d'ester, l'indice d'acide, enfin il y a beaucoup de choses. Et ce que je voulais vous dire, rajouter ici, c'est que seule la chromatographie nous donne réellement la composition, du coup, de par la composition en fait, de l'huile essentielle, nous permet de qualifier la fraction. Alors, quand on parle de qualifier, forcément, c'est par rapport à une norme. Et la norme aujourd'hui, c'est la norme AFNOR. Alors, c'est une norme que je dis haut et fort dépassée, parce que cette norme a été créée en 2005. Nous avons eu des discussions avec l'AFNOR
Voilà, et pour pouvoir leur montrer comme quoi voilà, cette norme est erronée suite aux études différentes qui ont été faites, notamment en 2010, des études en collaboration avec la Belgique, avec l'Université de Liège. C'est une thèse de Céline Benini, voilà, et même d'autres travaux qu'elle a faits. Donc, les travaux lui reviennent. Elle a démontré comme quoi, voilà, elle a fait des chromatogrammes suivant comment dire, les origines. Donc, elle a comparé en fait les Comores d'un côté, Mayotte de l'autre et Madagascar de l'autre côté, en bange inocibée en fait. Et en réalité, on a réellement une trace du terroir. Là où sur Madagascar, la fraction troisième est très fleurie, on va dire, voilà, on voit ces molécules-là. Les fractions extra S, extra et première n'ont rien à voir sur Mayotte. Voilà, elles sont très, très estérifiées, beaucoup d'esters en fait, pour ces fractions-là, par rapport aux fractions malgaches, en fait. Ce qui ressort sur la norme AFNOR, comme quoi, mais par contre, la norme AFNOR met dans le même lot les Comores et Mayotte. Voilà, on a une huile essentielle comorienne et mahoraise, donc à l'époque, 2005, hein, Mayotte était encore une collectivité, ce n'était pas un département français. Donc, cette norme a été vraiment pour, aussi géographique, en disant que l'huile comorienne et mahoraise était d'un côté, voilà, on avait une huile comorienne et mahoraise, et de l'autre côté, une huile malgache, parce qu'on ne retrouvait pas la fraction extra supérieure à Madagascar. Toujours est-il que rien n'enlève à la qualité malgache. Hein. Je ne dis pas que la qualité malgache est vraiment une basse qualité, non, au contraire. Elle est aussi fleurie. Mais en termes d'estérification, on est largement loin sur Mayotte. Et en réalité, si on compare ces chromatogrammes, juste pour finir sur cette partie-là, on a deux origines. On a l'huile essentielle mahoraise et l'huile essentielle malgache. Et beaucoup de champs aux Comores ressemblent pour certains à Madagascar et pour d'autres à Mayotte. En réalité, aux Comores, on a un petit melting pot. Il y a certains champs qui ont beaucoup de champs, en fait, surtout dans l'île d'Anjouan, qui ressemblent, où la qualité vraiment se rapproche de Mayotte. Mais je dis bien se rapproche de Mayotte parce que la constante, on la retrouve sur Mayotte et sur Madagascar. En fait. Donc, voilà. Donc là, en termes de qualité, je resterai là parce que sinon, en termes de temps de parole, je pense que j'ai déjà débordé, non, Gilbert? Je ne sais pas. J'ai tendance à parler beaucoup. Oui, pas de souci. De toute façon, oui, on va enchaîner avec les autres invités, mais vous pouvez en tout temps aussi interagir entre vous aussi pour développer. Et puis, si vous avez des questions, des commentaires. Oui, si vous avez des questions. Après, j'ai une petite partie sur la distillation de la fleur en elle-même, ce qui se fait aux Comores, à Mayotte. Mais si vous avez des questions, déjà, Nathalie, Véronique, Benoît, n'hésitez pas. Pour l'instant, ça va. Alors, vous allez m'en apprendre avec la distillation. Voilà. Donc, la distillation, le procédé le plus répandu, c'est l'hydrodistillation, c'est-à-dire qu'on va venir rajouter de l'eau dans les alambics. Donc, pour la plupart, c'est des alambics à feu nu, encore. Donc, en termes de bois, voilà, on utilise beaucoup de bois. Donc, c'est des alambics à feu nu, on utilise l'hydrodistillation, on rajoute de l'eau, on rajoute les fleurs par-dessus et on distille. C'est le procédé le plus répandu, peut-être, sans doute, parce que c'est celui qui coûte le moins cher. On est dans des régions qui sont reculées du monde. Hein. On n'est pas dans le sud de la France où on a des outils optimisés, des choses comme ça. Les alambics sont souvent des alambics traditionnels, pour la plupart construites sur l'île directement. Donc voilà. Donc c'est un procédé d'hydrodistillation qu'on utilise. Et au moment où les personnes veulent faire de la vapo-hydrodistillation, alors quand je passe à la vapo-hydrodistillation, c'est-à-dire que j'ai toujours une alambic à feu nu, mais je mets une grille au fond de l'alambic
L'eau, en fait, la phase aqueuse, l'eau, elle est vraiment séparée des fleurs. Donc, les fleurs vont reposer sur la grille et on va du coup faire de la vapo-hydrodistillation, c'est comme ça que je la qualifie. Alors, il y a différents types de procédés de vapo-hydrodistillation, mais voilà. Et en réalité, quand les personnes utilisent des alambics à feu nu et font de la vapo-hydrodistillation, ils se retrouvent avec des rendements qui ne sont pas bons du tout. Et en plus, ça leur sacrifie un certain volume de distillation parce qu'il y a la grille qui se met dedans. Donc, pour eux, en fait, ce n'est pas intéressant parce que voilà, ça sacrifie un peu le volume de l'alambic où ils pourraient rajouter encore des fleurs. Voilà. Mais ils ne visent pas directement la qualité parce que la qualité à Mayotte, voilà, nous l'avons. Ce n'est pas comme à Madagascar où on est vraiment devant le procédé, on essaye vraiment d'être très rigoureux en termes de feu, en termes du feu de bois, voilà, de l'intensité du foyer. Toute cette partie-là est très importante pour obtenir l'extra en fait et la première en fait, donc les fractions de tête. Sur Mayotte, on obtient l'extra S, l'extra et la première, mais enfin l'extra S et l'extra en tout cas, comme on dit, les doigts dans le nez. C'est vraiment une qualité assez constante en fait qu'on obtient. Donc voilà. Donc on utilise l'hydrodistillation. Et là, ce qu'on retrouve dans la littérature et même quand on analyse en fait le procédé et puis la fragilité de la fleur d'ylang, en réalité, le procédé le plus adapté serait la vapo-hydrodistillation ou mieux, l'entraînement à la vapeur. D'accord ? La seule différence en fait avec la vapo-hydrodistillation, entre la vapo-hydrodistillation et l'entraînement à la vapeur, c'est qu'à chaque fois, on a quand même de la vapeur qui va entraîner, sauf que dans la vapo-hydrodistillation, la vapeur, elle est fabriquée dans le fond même de l'alambic, avec l'eau résiduelle qui est en dessous de la grille. Dans le cas de l'entraînement à la vapeur, on injecte de la vapeur. Okay. Alors là où on dit que l'entraînement à la vapeur pourrait donner de meilleurs résultats, c'est parce qu'on va vraiment contrôler le débit de vapeur dans le cas de l'entraînement à la vapeur. Dans le cas de la vapo-hydrodistillation avec des alambics à feu nu, c'est très difficile. Juste pour faire la parenthèse, sur Madagascar, là, mon frère, voilà, il s'est démêlé pour sortir un nouveau site de distillation. Là, on a rassemblé les alambics qu'on avait à travers l'île de Nosy-Be et on a créé un nouveau site de distillation. Alors, vous allez avoir plus d'informations sur le site kassimfidali.com, vous verrez. Il y a des liens, vous allez le voir. Et en réalité, on a une chaudière à bois, on économise près de 70% de bois. Et en plus, on contrôle toute la production de bois avec un terrain de 23 hectares qui est juste à côté. Donc, on optimise en fait cela et on pense un petit peu à l'environnement dans le sens où on va économiser jusqu'à 70% du bois en centralisant en fait le foyer des alambics grâce à une chaudière à bois. Et là, la chaudière, en réalité, elle va permettre de fabriquer de la vapeur, mais qui ne va pas être injectée directement, mais qui va servir à chauffer les alambics, mais de manière constante. Avoir une certaine constance, en fait. Là où l'entraînement à la vapeur est meilleur, c'est qu'on va vraiment injecter de la vapeur à un débit constant, à une température aussi voilà, donnée. Voilà. Et si avec le projet Néosynth, on réussit à supprimer carrément le bois, ça sera encore mieux. C'est ce que je suis en train de faire au moyen d'énergie renouvelable, en fait. Ici. Donc, voilà, on a survolé les distillations. C'est fascinant de voir tout cet univers-là dans lequel tu baignes. On pourrait en parler des heures. Oui, tout à fait. Mais je pense qu'il va falloir continuer avec Tout à fait, je vais passer la main en fait. Passer la main à Véronique cette fois-ci. Je vais te parler beaucoup. C'était super intéressant, Kassim. C'est simplement que si on veut passer tout le monde et faire ça dans un laps de temps raisonnable. Donc, je te remercie pour nous partager ça. Désolé, avec plaisir. C'est un plaisir de parler d'ylang.
Merci, Cassim. C'est vraiment, vraiment passionnant parce que nous, au Québec, bon, on n'a pas de ylang-ylang du tout, du tout. Donc, quand Gilbert, il m'a Mais vous avez le invité, sapin bonnier, en fait. on a le sapin, oui, oui. Donc, quand Gilbert m'a proposé cette invitation, je me disais, mon Dieu, le ylang, il me semble que c'est loin de mon terroir et de ce que je peux distiller ou de ce que j'ai vu distiller ici. Puis, c'est une huile essentielle dans ma pratique aromatique que j'utilise, mais ce n'est pas celle qui est dans mon coffret de tous les jours, bien que je l'apprécie énormément. Donc, mais malgré tout, j'ai cette huile, mais je me dis, mais oui, je l'utilise parce que peut-être vous le connaissez, puis je vais oser nommer son nom sur le groupe Zilien qui est retourné à l'île de la Réunion et qui m'a offert cette huile de macération d'ylang-ylang. Donc, il m'expliquait ce que c'est les fleurs, donc qu'ils vont cueillir en soirée pour pouvoir mettre 25 fleurs par litre d'huile, soit de jojoba ou d'une autre huile porteuse. Donc, ils sont en train de tester différentes huiles porteuses pour créer comme ce sérum de macération, ce qu'on fait beaucoup en herboristerie. On fait beaucoup macérer les fleurs comme le millepertuis, la calendule. On voit même avec le sapin baumier, on fait macérer les aiguilles de sapin dans des huiles pour créer des sérums ou ensuite faire la fabrication de crèmes ou d'onguents. C'est un sérum que j'utilise à tous les soirs que je trouve enivrant. C'est vraiment l'odeur et c'est intéressant de voir la distinction entre l'odeur d'une macération, où est-ce qu'il va s'y retrouver des molécules qui sont des fois un peu plus lourdes puis qui n'ont pas la capacité d'être extraites par la vapeur d'eau. Donc, on a un côté végétal qui est très, très intéressant dans les macérations également. Donc, c'est un des produits que j'adore utiliser. Puis évidemment, dans les cours de cosmétologie ou dans les produits cosmétiques que je prépare, le ylang fait également partie de nombreux produits. Donc, pour m'imprégner des propriétés du ylang, donc j'ai feuilleté différents livres d'aromas, plein de monographies depuis les 2 dernières semaines pour voir c'est quoi ce que tous les auteurs racontent en commun au niveau du ylang-ylang, mais aussi qu'est-ce qui, des fois, pourrait ressortir du lot, puis que dire, ça, je ne l'avais jamais lu. Donc, évidemment, peut-être vous connaissez le ylang-ylang pour ses propriétés très puissantes au niveau du système nerveux, sa grande composition en esters. Donc, les esters sont des molécules qui sont souvent très, très calmantes, très anti-stress, mais aussi très anti-inflammatoires. Puis du même coup, en ayant une action au niveau du système nerveux, on a une action au niveau du système circulatoire et cardiaque. Donc, vous allez voir que l'huile essentielle d'ylang-ylang, je vais vous en parler, mais on l'utilise beaucoup pour différentes dysfonctions au niveau du cœur ou de la pression artérielle. Mais j'étais surprise et même contente de voir… Oui, Cassim? Alors, je fais une parenthèse. C'est vrai que tu dis que c'est estérifié. Et c'est ce côté estérification qui donne le côté calmant. Et c'est en ce sens que la complète mahoraise, quand on prend une complète, un totum mahorais qui contient beaucoup plus d'ester, très riche en acétate de benzyle, par exemple, même en éthylacétate, beaucoup d'autres esters, la fraction mahoraise est très riche et du coup très adaptée en fait à l'aromathérapie. Tout à fait, Cassim, d'où l'importance en aromathérapie d'aller chercher un ylang-ylang complet et totum et ne pas travailler nécessairement avec un 2e ou 3e, du moins pour avoir ces propriétés-là, puis la fraction qui est très riche en esters. Puis, je ne sais pas, Cassim, si vous faites d'autres transformations avec le ylang-ylang, parce que j'ai vu qu'au niveau de la médecine traditionnelle, les fleurs étaient aussi utilisées en cataplasme, puis aussi pour leurs propriétés anti-inflammatoires. Donc, on soignait l'asthme, la pneumonie, les douleurs digestives, puis le ylang-ylang a quand même des propriétés antimicrobiennes qui est intéressantes. Donc, même au niveau de la malaria, ou de d'autres types d'infections, la plante était utilisée. Est-ce que c'est quelque chose, Cassim, dans votre terroir que vous voyez traditionnellement, outre que juste la production d'huile essentielle? Alors, du coup, c'est pas très répandu d'avoir des cataplasmes avec de l'ylang. En tout cas, je le connais pas et j'en apprends beaucoup. Mais on l'utilise souvent, enfin, on utilise la fleur vraiment pour pouvoir la distiller en réalité. Et par contre, à partir de la distillation, des fractions de la distillation, on crée d'autres produits. Alors toi, tu parlais de la macération.
des fleurs? Oui. D'accord. Alors, nous, on a la chance d'avoir l'huile essentielle directement. Alors, ce n'est pas du macéré. Là, quand on parle de macération, on parlera plus de jasmin, de fleurs de frangipanier ici, de notre côté de l'île. Voilà, on va faire vraiment des macérations pour pouvoir les proposer aux clients. Mais sinon, c'est des mélanges en fait à base d'huile de coco, des choses comme ça en fait qu'on utilise. Mais c'est des très beaux produits quand même. Donc, je suis allée voir aussi au niveau des études, qu'est-ce qui a été répertorié. Donc, pas juste au niveau de la littérature, mais dans les études avec contrôle. Donc, étant donné, plus on a un ylang-ylang qui est complet, avec une belle fraction en ester, on a des propriétés antispasmodiques très, très intéressantes, donc aussi anti-épileptiques. Puis évidemment, étant donné qu'elle a une action très grande au niveau du système nerveux, c'est une anxiolytique. Et le côté anxiolytique a été démontré juste en humant l'huile essentielle de ylang-ylang. Donc, on n'a même pas besoin de l'appliquer sur la peau. Puis, on a une action hypotensive et anxiolytique juste le fait de la respirer. Donc, peut-être même Nathalie, en ayant la languette, le papier ou Gilbert sous le nez, déjà là, tout le monde est plus zen, juste à sentir le ylang-ylang. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une huile essentielle qui permet de passer. Vous savez, quand on se réveille le matin, là, ce matin, moi et Gilbert, là, on était tout de suite à l'écran. On avait activé notre système sympathique. Hein. On était go, 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 on se réveille. Tous les jours. Hein. Oui. Tous les jours. Tous les jours, donc on stimule le système. Tu sais, quand on est un petit peu dans un état de stress, on a le système sympathique qui embarque, on est éveillé, on a de la production des fois d'adrénaline, de noradrénaline qui a un effet vasoconstricteur. Le ylang-ylang nous permet de ramener le corps dans un état parasympathique. Le parasympathique, c'est quand on s'assoit pour manger dans le calme, dans la paix. Et là, on a une vasodilatation, on a un sang qui afflue vers les organes digestifs pour être capable de digérer correctement ce qu'on mange, puis même avoir un mouvement au niveau du péristaltisme. Même chose quand on se détend le soir. Donc, c'est une capacité que notre corps a d'être capable de passer entre l'état sympathique et parasympathique. Mais plus les gens vivent dans le stress chronique, puis dans un rythme de vie qui est effréné, plus la difficulté devient grande de venir dans le parasympathique pour être capable de manger dans le calme, de bien digérer, mais aussi de bien s'endormir avant d'aller se coucher. Là, c'est en sentant l'ylang, en fait. En humant l'ylang-ylang, on ramène le corps, on a cette capacité-là de ramener le corps en parasympathique. Donc, d'être capable de calmer la production du même coup d'adrénaline, noradrénaline, puis du même coup, favoriser un afflux sanguin vers la digestion, puis d'être capable de mieux digérer nos aliments. Donc, c'est cette capacité-là que l'ylang a de calmer le corps. Et du même coup, vous avez probablement souvent vu que le ylang-ylang a ces propriétés-là aphrodisiaques. Là, je me dis, bon, as-tu un côté hormonal ou c'est quoi le côté aphrodisiaque? Mais en fait, c'est vraiment la capacité de remettre le corps dans le côté parasympathique via la détente et de calmer l'anxiété, le stress, que le corps peut plus s'ouvrir vers la sexualité. Et c'est là son côté aphrodisiaque physique, au-delà de l'appréciation de l'odeur. Puis, je voyais dans des livres, puis là, je lui dis, oui, c'était marqué anti-fertilité. Puis je me dis, qu'est-ce que c'est ça, une huile essentielle qui est aphrodisiaque, mais en même temps qui est anti-fertilité. Je dis, là, il y a quelque chose là, qui ne marche pas. Donc, je suis allée chercher un petit peu là-dessus d'où est-ce que ça vient. Et on se rend compte que finalement, ce n'est pas l'huile essentielle qui est anti-fertilité. C'est quand on fait une teinture mère, c'est-à-dire une macération hydroalcoolique de l'écorce de la racine de ylang-ylang. Donc, quand on retrouve dans un livre d'aromathérapie un côté anti-fertilité, ça ne s'applique pas à l'huile essentielle parce que ce qu'on va retrouver dans une macération hydroalcoolique, donc une teinture, c'est, dans le fond, on va avoir une diminution de la testostérone, une diminution des spermatozoïdes dans les testicules. Puis ça me l'amène, dans le fond, c'est via une carence au niveau des nutriments dans la maturation des spermatozoïdes. Puis ce qui a été démontré dans les études, c'est qu'à partir du moment où les hommes arrêtaient de prendre cette teinture mère, il y avait un retour très, très rapide à la normale. Donc, c'était vendu comme une façon de contrôler la fertilité chez l'homme, mais ce n'est pas en lien avec l'utilisation de l'huile essentielle, heureusement. Donc, au niveau c'est vraiment la racine c'est l'écorce de la racine, oui. D'accord.
Ok. Ah, un C'est nouveau bon projet, d'avoir, j'en Cassim? apprends, mais énormément. C'est clair. Ben, moi, je fabrique presque toutes mes teintures avec les plantes chez moi. Donc, je travaille beaucoup, beaucoup en herboristerie avec les macérations alcooliques. Donc, c'est des données que je trouve intéressantes de dire, ah, on pourrait faire autre chose que juste utiliser les fleurs puis pouvoir obtenir d'autres propriétés. Ouais. Donc, comme tu as mentionné tantôt, au niveau du côté anxiolytique, c'est la faction donc des benzoates de benzyle qui est dans le ester qui excusez-moi, dans le ylang-ylang, dans les esters, qui amène une stimulation des récepteurs dopaminergiques. Donc, ça se passe au niveau cérébral aussi. Donc, c'est pas juste d'amener le corps en état de parasympathique, c'est d'avoir une meilleure production de dopamine, mais aussi une meilleure neurotransmission de la dopamine qui permet de calmer l'anxiété au niveau du corps. Donc, du même coup, on a des propriétés antidépressives qui sont répertoriées et qui vont être intéressantes. Ce que j'aimerais amener, un côté que je connaissais moins du ylang-ylang, c'est son côté antimicrobien. Moi, je ne l'ai jamais vraiment beaucoup utilisé comme antibactérien, mais c'est une huile essentielle qui aide aussi à détruire les biofilms et qui va s'attaquer aux bactéries autant gram positifs qu'à gram négatifs. Donc, les biofilms, c'est des structures dans lesquelles les bactéries ou des fois les levures vont s'installer pour se cacher du système immunitaire, pour faire en sorte que si on prend un antibiotique ou des plantes qui sont antibactériennes, ou même juste l'action de notre système immunitaire, les bactéries ne seront pas vues. Elles sont cachées dans ce biofilm. Et le ylang-ylang permet de détruire les biofilms, puis agit particulièrement plus fort au niveau du Staphylococcus aureus. Donc, c'est une des bactéries pour lesquelles on a des bons résultats. Même chose pour une des bactéries qui cause la pneumonie. Donc, c'est entre autres à cause de son composé qui est le linalol. Donc, le linalol, c'est un monoterpénol, donc c'est un composé antimicrobien, antibactérien, antifongique qu'on retrouve dans beaucoup d'huiles essentielles, donc la lavande, le petit grain bigarade, le bois de haut, le bois de rose, etc. Mais ça reste qu'il n'y a pas une fraction si grande au niveau du linalol dans le ylang-ylang. Donc, c'est pourquoi moi, je ne l'avais jamais, je l'avais jamais tant utilisé pour cette fraction antimicrobienne. Oui, Cassim? Alors, je rebondis. Tu parlais de linalol. Là où les fractions mahoraises sont très riches en ester, elles contiennent aussi du linalol. Hein. Ça, c'est, je dirais, le composé de base de l'ylang aussi. Par contre, les fractions malgaches, elles, les premières fractions, c'est-à-dire les premières, par exemple, sont, elles, très riches en linalol. C'est d'ailleurs pour ça qu'en réalité, les parfumeurs n'aiment pas trop, préfèrent les fractions mahoraises plutôt que les fractions mahoraises comoriennes, pour certaines, plutôt que les malgaches, parce qu'elles contiennent du linalol, en fait, que voilà, en parfumerie, ça casse un petit peu le bouquet floral des esters, en fait, le linalol. Les fractions malgaches sont très riches en linalol, par contre, donc très adaptées, du coup. Je trouve ça absolument fascinant parce que je me dis, wow, on peut avoir 3-4 huiles essentielles d'ylang-ylang, puis finalement, elles n'ont pas les mêmes propriétés. C'est sûr qu'elles ont toutes à la base les mêmes molécules ou presque, mais dans des ratios différents. Puis on pourrait avoir un ylang-ylang beaucoup plus calmant, beaucoup plus anxiolytique, beaucoup plus hypotenseur, puis on pourrait avoir un ylang-ylang malgache qui est beaucoup plus antibactérien, beaucoup plus. Puis avec la teneur en linalol, en cosmétologie, on utilise beaucoup le linalol ou les huiles riches en linalol pour son côté astringent pour la peau, antiride. C'est aussi une molécule qui est sédative. Donc, je trouve ça fascinant. Et c'est là où ça peut être intéressant d'avoir accès à une chromatographie parce que mon ylang, si je veux l'utiliser pour la bonne utilisation ou une problématique en particulier, j'ai besoin de savoir c'est quoi qu'il y a dans ce ylang-ylang-là. Parce que jusqu'avant, je n'avais pas jusqu'à un tel point réalisé. Oui. Et limite, oui. Si le consommateur n'a pas accès en fait à la chromatographie, ce serait bien qu'elle soit chémotypée, voilà, qu'on sache exactement ce qu'il y a dedans. Ah, tout à fait, tout à fait. Au niveau, quand on regarde au niveau de la médecine traditionnelle chinoise, puis on prend comme
une vision de cette médecine-là en regardant le ylang-ylang. Bon, on va dire que le ylang-ylang, avec une action au niveau du cœur, c'est qu'il va permettre de défaire la stagnation de qi du foie. Donc, le qi du foie peut être bloqué en lien avec l'alimentation, le mode de vie, mais aussi en lien avec des émotions. Donc, j'ai une collègue qui me disait, qui m'enseignait cette médecine traditionnelle chinoise, puis elle disait, quand nos désirs, en fait, quand notre réalité n'est pas à la hauteur de nos désirs, ça peut créer une stagnation au niveau du qi du foie. Donc, l'énergie ne circule pas bien. Puis quand on a une stagnation au niveau du qi du foie, on a un excès de chaleur qui a tendance à se déverser au niveau du cœur. Et là, on va avoir soit des symptômes physiques ou des symptômes psychiques. Donc, des symptômes physiques, ben, ça va être plus d'hypertension, de l'arythmie, des palpitations, alors que les symptômes psychiques, on va avoir de l'angoisse, de l'anxiété, de l'irritabilité, des symptômes dépressifs, donc qui se manifestent aussi au niveau du cœur. Puis le ylang-ylang, dans la littérature, pour les aromathérapeutes qui amènent la vision de la médecine traditionnelle chinoise, ce qu'ils vont dire, c'est que ça défait au niveau de l'énergie du qi du foie. Puis c'est pas parce que c'est une huile essentielle qui a une action hépatique, c'est une huile essentielle qui, du même coup, va permettre de réduire l'impact qu'a la stagnation de qi de foie au niveau du cœur, donc soit avec les symptômes physiques ou les symptômes psychiques. Puis, peut-être avez-vous lu aussi qu'on a au niveau de la femme, au niveau de la femme ou de l'autre, au niveau du système reproducteur, le ylang-ylang va être utilisé beaucoup pour calmer les émotions. Puis je dis au niveau de la femme, quand au niveau du cycle menstruel, on a des symptômes prémenstruels, surtout au niveau de l'irritabilité, de la colère, de l'impatience, bien le ylang-ylang permet de calmer ces émotions-là, tout simplement encore en le humant. Mais au niveau du système nerveux, il y a des études qui ont démontré que l'application au niveau de la peau donnait des résultats qui étaient encore plus intéressants. Donc, j'ai vu au niveau de la grossesse que le ylang-ylang était recommandé par certains auteurs pour le diabète gestationnel. Donc, des fois, j'ai lu que ça ressortait que c'était une huile essentielle antidiabétique, mais ce n'était pas commun comme propriété, puis ce n'est pas quelque chose que j'avais déjà lu ou que moi-même utilisé, fait que je suis allée fouiller un petit peu là-dessus, puis je me suis, dans les études, ce qui était démontré, c'est que ce n'est pas l'huile essentielle qui est antidiabétique. Donc, même si elle est recommandée dans certains livres d'ingérer l'huile essentielle d'une goutte sur la langue pour contrôler la glycémie, on se rend compte que finalement, c'est un extrait hydroalcoolique encore des feuilles et des tiges qui permet d'extraire des dérivés de terpénoïdes puis de flavonoïdes puis d'avoir un excès antidiabétique. Et ce que ça fait, je trouve ça super intéressant, c'est que ça fait un effet inhibitoire sur un enzyme qui s'appelle l'aldose réductase. Donc, c'est une enzyme qui permet de réduire le glucose en sorbitol. Et si j'empêche cette enzyme-là de faire effet, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai trop de sucre qui circule, qui reste dans le liquide intracellulaire et qui détruit certaines cellules, qui créant un impact au niveau, mettons, d'une neuropathie, d'une rétinopathie, d'une néphropathie. Donc, c'est une destruction de certaines cellules pour différentes raisons, mais qu'on va voir chez le diabète chez le diabétique, à cause d'un taux de sucre qui reste trop élevé au niveau intracellulaire. Mais encore ici, ce n'est pas l'huile essentielle, mais peut-être qu'Assime, vous pourriez faire une teinture de feuilles et de tiges puis mettre ça sur le marché. Moi, je trouverais ça super intéressant d'avoir d'explorer encore plus les possibilités médicinales tant qu'à avoir une production aussi grande, puis de pouvoir diversifier les produits qui pourraient être mis en marché, donc pourquoi pas. Donc, l'huile essentielle de ylang-ylang a plusieurs utilisations, comme vous voyez. On va pouvoir le mettre dans un diffuseur sans problème. Donc, ce soit un diffuseur dans lequel un atomiseur qu'on met les huiles essentielles 100% pures ou un modèle brumisateur avec de l'eau. Ça se diffuse très bien. C'est une huile essentielle qui n'a pas de toxicité, qui a une très légère possible on dit sensitization en anglais, donc qui peut créer une forme de sensibilité à force de l'utiliser. C'est surtout plus une teneur forte en linalol. Le linalol, c'est une molécule qui peut développer une forme de sensibilité. Donc, ça peut être peut-être pour une huile essentielle qui est plus, qui provient du terroir malgache. Ah, c'est drôle, Cassim lève la main, oui. Allez-y, Cassim. Je voulais tester le jeu. Non, en fait, je me demandais, c'est vrai que tu disais que
elle est peu nocive, mais je voulais en savoir plus sur la grossesse parce que nous, enfin, par défaut, parce qu'on n'en sait pas vraiment, peut-être, je ne sais pas, mais par défaut, on la contredit pour les grossesses, pour les femmes qui sont enceintes ou même chez l'enfant de moins de 3 ans, en fait. Donc, du coup, je sais mon pas. Dieu, vous êtes sévère. Voilà, alors c'est ce que j'aimerais enlever en fait de mes étiquettes de flacons d'huile essentielle, si tu me dis que voilà, c'est toujours le problème au niveau légal, précaution, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que le client va faire avec cette huile-là. C'est ça le problème. Parce que quand on regarde au niveau de la littérature en aromathérapie, on dit, bon, c'est pas tout à fait contre-indiqué, mais précaution au premier trimestre. Tout devient précaution au premier trimestre. Tu sais. Puis une utilisation au niveau de la diffusion, l'application cutanée localisée seulement. Puis, et même Daniel Festi la recommandait en ingestion à partir du 4e trimestre, pas du 4e, du 4e mois de grossesse. Donc, puis même au niveau des tout-petits et des bébés, je n'ai pas lu de contre-indication. Par contre, étant donné qu'on ne sait jamais, le problème, c'est pas qu'elle a une certaine toxicité. Je me mets des pouces à moi-même, c'est incroyable ça. Juste en levant mes doigts, l'écran me met des thumbs up. Donc, le problème, c'est quand une personne a une bouteille d'huile essentielle sous la main, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va en faire. C'est ça le problème. Certaines personnes ont peu de connaissances en la matière, pourraient mélanger l'utilisation d'une huile essentielle avec une teinture hydroalcoolique, se mettre à consommer beaucoup trop de gouttes par voie orale, utiliser beaucoup de gouttes sur une utilisation percutanée en trop grande quantité sur le corps ou sur la région utérine. Donc, le problème, c'est très peu souvent l'huile essentielle, c'est la méconnaissance de l'huile ou de son utilisation qui fait en sorte qu'on est toujours obligé de, soit dans les livres ou même sur les bouteilles, de marquer beaucoup de contre-indications, pas parce qu'elle l'est réellement, mais plutôt parce que on veut être sûr que si la personne choisit de l'utiliser, ben, c'est en connaissance de cause puis qu'elle s'y connaît vraiment bien en la matière. Donc, c'est ce que je compléterais, Cassim, parce que sinon, on voit beaucoup de recettes et beaucoup d'utilisations durant la grossesse, entre autres, pour calmer l'anxiété, le stress, l'hypertension de grossesse, les palpitations. Et souvent, ça va être une application très, très localisée, relativement restreinte, c'est-à-dire 1 à 2 gouttes pures, souvent en application sur le cœur puis sur les poignets, puis on va chercher l'effet, ou même l'inhalation va être suffisante. Tu sais. Donc, comme on a des études pour lesquelles l'inhalation est suffisante, on peut tout simplement se dire, bon, on l'utilise de manière sécuritaire comme ça, en la respirant, pour pouvoir bénéficier de ces différents effets positifs. Voilà pour quelques propriétés plus physiques que je suis allée chercher au niveau du ylang-ylang. En tout cas, moi, j'en ai appris, mais du début à la fin, quoi. Bon. Il faudrait que je me mette dans les bouquins, quoi. Parce que les systèmes, les neurotransmissions et tout ça, voilà, je suis loin encore. Et puis, j'en mets, mais tous les jours. Tous les jours, quoi. Oui, tous les jours. Hein, moi, ça me permet de revenir dans mon enfance, quoi. Donc, ah oui. Voilà. Mon merci, adolescence Cassim. et puis à nous aussi avec tout là où j'ai pas mal de souvenirs encore et encore. Ça me permet de remonter à ces souvenirs. Merci, Cassim. Je te repasse la parole, Gilbert. Bien, merci à toi, Véronique. Va falloir réécouter la vidéo pour reprendre des notes et assimiler tout ce qu'on apprend aujourd'hui. J'en ai pris là. Donc, je vais enchaîner avec Bruno. Je peux même te laisser ça. Je te lance la balle comme ça, sans présentation. OK, merci. Ouais. Merci déjà à Véronique et merci Cassim. J'ai appris des choses sans problème, même si j'avais déjà vu une première fois Cassim, j'en ai encore appris aujourd'hui. Et avec Véronique, très certainement, toute une série de choses auxquelles je ne m'attendais pas, notamment avec la racine, où que l'on peut gratter un petit peu et faire un très très bon contraceptif, entre guillemets. Nous allons adapter ça en Belgique pour mettre dans nos frites. Alors, à mon tour. Alors, je vais partager l'écran. Donc, j'ai des choses à vous montrer. J'ai d'abord une chose à vous faire écouter et ensuite,
des petits tableaux à vous montrer. Alors, on va voir si ça fonctionne. Page unique, ça c'est bon. Est-ce que vous voyez la même chose que moi? Oui. Extraordinaire. Yano, inspecteur. C'est Madame Yano. Affaire classée. Pardon? C'est Madame Yano. Y-A-N-O. Tenez, chef, voyez par vous-même. Les résultats sont formels. Acétate de benzyle, 11,49%. Linalol, 8,92. Bêta-cariophyllène, 6,11. Du jamais vu dans mon illustre carrière de 6 mois, 3 jours, 9 heures et 53 minutes, aux côtés du plus célèbre des inspecteurs du 36 quai des Orfèvres. Exceptionnel, chef, exceptionnel. Merci, Charlotte, pour votre récital des plus indigestes mots de la langue française, ainsi que votre guerlinade démesurée en vue d'obtenir je ne sais quelle promotion qui n'est pas encore à l'ordre du jour, je vous le rappelle. Alors, pourquoi vous me présentez tout ce charabia? Décryptez ce bilan et vous sentirez tout. Je dirais même plus, vous percerez le mystère du dossier YY 952. Ici, par exemple, l'acétate de benzyle. Alors, l'acétate de benzyle, c'est mon vernis à ongles. Allez-y, faites pas celui qui ne veut pas, flairez le bout de mes doigts. Pouah! De la banane verte. Comment pouvez-vous supporter cela, Charlotte? Alors, là, vous avez le linalol. Le linalol, ça aussi, vous connaissez, chef. C'est léger, rafraîchissant, avec ce petit côté piquant, citronné, comme vous aimez. On croirait en fait le fumet de votre aftershave dominical. Vous voyez, celui qui embaume encore la moitié du commissariat le lundi matin. Voyons, Charlotte, un cadeau de ma belle-mère pour mes 56 ans. Pou, pou, pou. Ah oui, l'alpha-farnésène, ça c'est comme, voyons voir, comme les effluves crus de votre poire verte, celle qui traîne sur votre bureau là depuis environ 2 semaines. Ensuite, un peu plus bas, le germacrène D. Ok, Charlotte, épargnez-moi l'étalage de votre science nasale. Venez-en au fait. Il me semblait vous avoir demandé pour ce matin vos conclusions concernant l'autopsie du cadavre retrouvé le long du canal. La parfaite inconnue du dossier YY 952. Je vous ai engagé comme assistant, je vous rappelle, pas pour me faire l'inventaire de votre salade de fruits quotidienne de Mayotte. Je sais, chef, quelle impatience. Bon, vous vous rappelez que lors de la découverte du corps de la dame âgée, vous m'aviez dit en catémini, un canon de beauté, la vioque, par contre, qu'est-ce qu'elle flaire bon. Oui, en effet. Eh bien, fut comme je suis, j'ai pris l'initiative de faire analyser un échantillon de son tailleur par un certain Bertrand. Vous voyez le beau jeune homme élancé, athlétique, aux yeux couleur émeraude, nouvellement affecté au laboratoire. Ne vous égarez pas, Charlotte, vos fantasmes masculins ne m'intéressent guère. Et qu'a donc pu déduire votre dandy de laboratoire? Que je devrais pousser mon nez jusque chez Marie-Antoinette dans le Marais. Une boutique apparemment réputée pour sa collection de parfums plutôt rares et d'exception. Vous m'embrouillez, Charlotte. Donc, j'ai suivi les conseils de mon cher Bertrand. Et hier, je suis allé chez Marie Machin, j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave. Et donc là, sur place, Monsieur Antonio, le propriétaire des lieux, il a essayé de reconnaître ce que je lui ai présenté. C'est-à-dire un mouchoir de poche retrouvé dans le sac à main de notre petite vieille, qui était bizarrement bien replié et conservé dans une boîte
bien hermétique. Je vous répète ici, mot pour mot, chef, ce qu'il m'a dit. Reconnaissable entre tous, c'est la caresse du soleil plutôt que la morsure de ses rayons. Ce à quoi il a rajouté, chef, sentez comme c'est puissant, riche et en même temps insaisissable. Une attaque impressionnante, éthérée, et puis rapidement, une vague discrètement babillarde, à la fois crémeuse, florale, crue, fruitée, exotique. Et puis finalement, vous basculez dans cette orgie sensuelle, sauvage, poudrée, vénéneuse. Impossible de se tromper, mademoiselle. C'est Carguermès. C'est un soliflore créé en 1973 par Jean-Claude Mathilde. Ce parfum n'est malheureusement plus produit de nos jours et c'est devenu un collector qui s'arrache à prix d'or. D'ailleurs, depuis des années, j'ai une cliente en particulier qui l'achète régulièrement et ce, malgré son prix exorbitant. Une certaine Yolande Yano, une dame quasi 90 ans, discrète, semblant éternellement triste et toujours vêtue d'un ensemble foncé. Pas un canon de beauté en soi, certes, mais toujours élégamment parfumé. La dernière fois qu'elle est venue au magasin, c'était, attendez, il y a 3 semaines environ. Je lui avais malheureusement signalé que je n'avais plus son parfum fétiche et que je n'aurais plus la possibilité d'en avoir un nouveau. Sa réaction fut étonnante, aussi bien qu'inopinée. En effet, j'ai été plutôt surpris, elle qui était toujours si silencieuse, lorsque sobrement, elle a versé une larme et de sa petite voix troublée, elle m'a avoué ceci. Plus de la moitié de ma vie, je me suis imprégnée de Carguermès pour une seule raison. Ce parfum me rappelait le doux souvenir enivrant de la peau du seul homme que j'ai jamais aimé, un homme des îles, comme on disait avant. Il s'appelait Cassim. C'était le plus beau, le meilleur des producteurs d'essence d'ylang-ylang de Mayotte. C'était l'amour de ma vie. Il est mort il y a 14 ans. Aujourd'hui, vous m'annoncez que je le perds pour la 2e fois. Affaire classée, chef. Madame Yolande Yano est morte de chagrin. Et là, j'avoue... Cassim est ressuscité. Cassim est ressuscité. N'est-ce pas merveilleux? Je vous confirme, je suis encore là. Alors, le principe ici, évidemment, c'est que moi, j'aborde les odeurs d'une manière un petit peu différente de mes 2 autres prédécesseurs, en ce sens où moi, je porte une très, très grande attention, non pas, entre guillemets, aux effets des odeurs, mais aux odeurs pour ce qu'elles sont, pour ce qu'elles sentent. Et par la suite, alors, je vais y accorder le fait d'y apporter une certaine émotion par la création de textes, de petites nouvelles, comme je viens de le faire. Alors, ce qui m'intéresse évidemment lorsque j'aborde les odeurs, c'est de pouvoir répondre à une question que tout le monde se pose toujours, c'est « je connais l'odeur, mais voilà, je ne sais pas trop ce que c'est, à quoi ça ressemble, je sais, mais je ne sais pas ». Et donc, par rapport à ça, par rapport à cette frustration, sur ma page Essence lyrique, j'essaye d'apporter des réponses, justement, pour essayer d'aider un peu les gens, d'aller un peu au-delà de cette simple frustration. Et d'autre part, il y a une 2e raison sur laquelle je développe ces choses sur ma page, c'est parce qu'on a tous, en soi, entre guillemets, on est influencé par nos émotions, et ça, je pense que Nathalie en parlera nettement mieux que moi, parce que derrière chaque émotion se cache toute une série de besoins, de sécurité, de justice, etc. Par contre, nous avons également des besoins d'apprentissage, de compréhension et de réalisation.
Alors, pour se réaliser, pour créer, il faut toujours avoir un peu de matière première. Alors, ce que je vous présente ici, ce que vous voyez sous les yeux, ce sont des échantillons d'ylang-ylang que je possède. Donc, je possède 9 ylang-ylang. Ça ne veut pas dire que ce sont obligatoirement ici des généralités, mais des comptes rendus de ce que j'ai pu retirer, des analyses, notamment de chromatographie. Alors, si vous regardez le tableau, les deux schémas plutôt ici, on a ce qu'on appelle des totum, donc des fractions complètes qui viennent de Madagascar, et de l'autre côté, ce sont des extraits. Il y en a un qui vient de Madagascar et l'autre des Comores. En brun, vous allez avoir les fameux sesquiterpènes dont on parle depuis le début. En jaune, vous avez les esters, en vert, les alcools, et en rouge bordeaux, une molécule que tout le monde déteste et que tout le monde connaît malgré tout ici en Europe, parce qu'on la sent au printemps lorsque vous mettez votre nez dans les jonquilles ou lorsque vous allez dans une écurie, quand vous avez une odeur bien âcre. C'est la fameuse odeur chrysolique qu'on retrouve avec le chrysol ou avec les méthylparacrésol. Alors, l'intérêt de montrer ce genre de schéma, c'est pour bien finalement montrer ce que expliquait Kassim, les grosses différences qu'on peut y avoir d'un terroir à l'autre. Il est clair que le terroir de Mayotte et des Comores, ce n'est pas celui de Madagascar, alors que les deux pays, entre guillemets, sont relativement proches. Mais je pense qu'il y a surtout d'un côté des terres qui sont très volcaniques et de l'autre côté des terres qui sont plutôt limoneuses, donnant évidemment pour une même fleur des produits tout à fait différents. Alors quand vous avez, on ne va pas passer en détail ce qui est mis ici à gauche, ce document je mettrai à disposition pour ceux que ça intéresse sur ma page Essence lyrique. Vous avez en fait toute une série de molécules qui sont très importantes et qui vont vraiment donner la destinée odorante à votre extrait. Alors, si je regarde sur la page de droite, j'ai pris ici plus clairement un totum de Madagascar et un extrait de Comores. Et on voit par exemple sur un totum de Madagascar que les sesquiterpènes représentent plus de 40% de la proportion matière. Ça signifie quoi? Ça signifie que vous aurez une matière qui sera, dès le départ, sèche, boisée, épicée. Quand on parle d'une note verticale, ça veut dire une note qui est très, très raide. C'est comme si, lorsque vous sentez la taille d'un crayon, c'est excessivement sec, c'est très rigide, c'est parfois un peu poussiéreux également. Donc, vous allez retrouver ça avec tous les sesquiterpènes, et c'est pas par hasard qu'on retrouve autant de sesquiterpènes dans le cas d'un totum, c'est parce que les sesquiterpènes, comme l'avait mentionné Kassim, ces molécules arrivent en queue de distillation. Donc, c'est normal qu'on les retrouve essentiellement dans des totums. Par contre, ce qui va faire la spécificité des extras, c'est bien évidemment quand vous êtes dans les esters. Et dans les esters, il y a une molécule en particulier qui intéresse les parfumeurs, c'est ce fameux acétate de benzyle. Alors, l'acétate de benzyle, vous le retrouvez sur la page de gauche ici, dans sa description. Donc, c'est une odeur qui est assez éthérée, qui est proche d'un solvant, qui sent le vernis à ongles. Vous ne pouvez pas vous tromper quand vous ouvrez un bon ylang-ylang, c'est pouf, d'emblée, c'est ça que vous avez dans le nez. Et à côté de cet acétate de benzyle, il y a une autre molécule qui n'est pas en très, très, très grande quantité, mais qui a fait, en fait, l'histoire des ambres solaires, c'est le salicylate de benzyle. Le salicylate de benzyle, c'est une odeur qui est légèrement marine et iodée, mais elle est très, très, très subtile. Mais elle est tellement subtile que les premiers fournisseurs d'ambres solaires avaient mis cette molécule-là parce que ça protégeait des UV. Avec le temps, on a trouvé d'autres moyens pour protéger des UV, mais les clients rouspétaient parce que cette ambre solaire ne sentait plus bon. Et il sentait bon tout simplement dû au fait qu'il y avait la présence de salicylate de benzyle. Donc, c'est une note qui n'est pas en très, très grosse quantité, mais qui apporte ce côté très, très chaleureux, très solaire, en tout cas dans les bons ylang-ylang. Alors, la deuxième note importante, on l'avait bien vu ici dans l'extrait des Comores, c'est ces esters. Les esters qui vont donner à la fois les notes fruitées, les notes exotiques,
des notes chaleureuses, des notes langoureuses et capiteuses, et certaines notes florales qui vont être chapeautées par les alcools avec notre fameux linalol dont on a beaucoup parlé. Le linalol qui va apporter quand même beaucoup de fraîcheur, mais à côté de ça, il ne faut pas oublier deux autres molécules qui, de nouveau, ne sont pas en très très grosse quantité, mais qui ont une grande puissance olfactive, c'est le géraniol et le farnésol. Donc, qui vont apporter ce côté rosé au niveau du ylang-ylang. Et enfin, il y a ce fameux éther, ce méthylparacrésol, qui parfois est très très présent dès le départ. Lorsque vous ouvrez une fiole, vous vous demandez, mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui pique au nez, qui sent très poussiéreux, très acre. Et donc ça, c'est l'action, on va dire, complémentaire à la fois du méthylparacrésol et généralement du bêta-cariophyllène et du germacrène D. Ces trois molécules ensemble peuvent vous donner alors des très très grandes puissances, je vais dire olfactives, mais qui ne sont pas spécialement agréables pour la majorité des gens au niveau des ylang-ylang. Alors, si on va un petit peu plus loin, si je dois définir on va dire les trois fractions les plus utilisées, ce seront l'ylang-ylang extra, le totum bien évidemment, et alors la plus rare, l'absolu d'ylang-ylang. D'ailleurs, très peu de personnes savent qu'on fait de l'absolu d'ylang-ylang. Donc, une absolue, c'est une extraction à l'hexane pour obtenir ce qu'on appelle une concrète, donc une matière relativement dure que l'on va ensuite nettoyer à l'alcool pour avoir un liquide plus ou moins visqueux, épais. Alors, l'intérêt du ylang-ylang jusqu'à présent, on va dire qu'il venait surtout des Comores, très clairement. Alors, on attend avec impatience d'avoir celui de Mayotte, inévitablement, parce qu'il est plus que rare. Néanmoins, on peut trouver, bien évidemment, des totums, avec une grande particularité sur les totums, c'est qu'il y a les totums, je vais dire, vrais et les totums faux. Les totums vrais, ce sont ceux qui sont faits en une seule distillation, durant 18 à 24 heures. Et puis les totums faux, c'est celui que l'on va retrouver pour quelques maisons de parfumerie notamment, qui demandent à refaire un totum à partir des différentes extractions pour produire finalement une odeur qui est sublimissime, c'est-à-dire ça sert quasi déjà de base pour produire des parfums. On ne doit pas recréer une fleur parce qu'il y a déjà quelque chose d'extraordinaire qui est fourni. Alors, j'ai la chance, moi, de posséder ce type de totum qui vient d'Indonésie, provenant d'un des 5 plus grands fournisseurs de matières premières pour le monde de la parfumerie. Alors, quand vous sentez ça, évidemment, et vous mettez tous les autres à côté, vous dites, ouais, les autres, ils peuvent aller refaire leur classe parce que c'est tout de suite autre chose. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce type d'ylang-ylang ressemble au ylang-ylang que vous pourriez avoir lorsque vous vous promenez dans un des jardins de Kassim, en quelque sorte. J'ai fait une parenthèse, excuse-moi Bruno. Le totum dont tu parles, en réalité, d'Indonésie, c'est-à-dire c'est un totum, c'est un ylang conditionné en fait. Qu'est-ce que tu entends par conditionné ? En réalité, c'est ce quand on vend l'ylang, on peut voir, souvent les gens disent on vend de la complète. En réalité, c'est de la complète qui est conditionnée, c'est-à-dire on connaît exactement la quantité de fractions, la composition en fractions. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'on va peut-être prendre 50% de la fraction 1, 25 de la deuxième, 25 de la troisième, rajouter peut-être un tout petit peu d'extra. Et donc, ce sont vraiment des ylang-ylang qui sont prêts à l'emploi pour les parfumeurs. Parce qu'en parfumerie, on parle de bases. Il y a les fameuses bases de l'air. Donc, ce sont des parfums qui existent déjà en soi. Donc, ce sont des matières qu'on va déjà utiliser, qui ont déjà un équilibre en soi. Parce que tous les ylang-ylang n'ont pas cet équilibre. Vous pouvez avoir un équilibre
comment dire ça? On peut avoir des ylang-ylang qui ont un équilibre qui, dès le départ, existe et n'évolue pas trop au cours du temps. Par contre, la majorité des ylang-ylang, l'odeur va énormément varier avec le temps. C'est une des raisons pour lesquelles, de mon côté, moi je dis qu'il ne faut pas sentir, peu importe l'odeur, sentir une odeur à la fiole. On met toujours une goutte, je veux dire, sur une touche de parfumeur et on prend le temps de sentir. Moi, j'ai ici des touchettes qui ont 3 semaines, hein, sans problème, avec du ylang-ylang. Sur 3 semaines, vous sentez mais des différences colossales. C'est notamment le cas… Pardon? Du coup, les fractions volatiles, en fait, on ne les a pas du coup. Si tu les laisses sur la touchette. Tu serais bien étonné. Tu serais bien étonné qu'on peut avoir des fractions qui servent très très longtemps. Ainsi, par exemple, pour le totum, c'est ce que j'ai mentionné ici vraiment sur la fin. Là, j'ai évidemment 3 totums différents, 2 qui sont plus ou moins dans la même lignée, et puis l'indonésien que je mets vraiment à part. Mais ces 2 qui sont provenant de fournisseurs d'huile essentielle, bien connus sur le marché, dès qu'on ouvre le flacon et qu'on met sur touchette idéalement, parce qu'en ouvrant le flacon, c'est encore plus frappant, les notes, c'est à se demander si c'est vraiment la fleur des fleurs. Ça ne sent pas vraiment très bon. C'est trop épicé, c'est pharmaceutique, c'est camphré, c'est pas très agréable. Quand on laisse ça pendant une demi-heure, 1 heure sur la touchette, ces notes un peu rudes commencent à disparaître au profit de notes amandées, acidulées. La note épicée apparaît légèrement. Et puis, on a surtout l'odeur de banane verte qui apparaît, mais de l'odeur, une banane verte assez amère. Après, 1 heure ou 2, 3 heures parfois, alors l'odeur, la note de fond herbacée âcre, là, elle arrive très très vite, avec une petite pointe, je dirais, de palmarosa, ça veut dire cette petite odeur légèrement rosée. Et quand on laisse traîner, mais on laisse traîner 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, étonnamment, cette odeur qui est piquante, elle disparaît au profit d'une odeur qui va ressembler à un déodorant masculin. Coumariné, ça veut dire un peu de foin, de bâton d'encens, donc c'est très très étonnant et c'est très 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 léger. On peut avoir également sur les totums l'odeur de fumée ou de fond de cendrier qui peut être très très apparente dans les notes de fond au bout de quelques heures. Donc on voit ici par exemple avec les totums qu'on peut avoir des différences mais très très importantes vraiment d'un fournisseur à l'autre. On aura un peu plus de régularité avec les extras parce que là, on va vraiment toucher les notes de tête. Alors, ici, pour ma part, moi, j'ai 2 extras. Il y en a un que j'ai de Madagascar et l'autre qui vient, je dirais, de Comores. Il n'y a pas photo entre les 2. Le meilleur, c'est clairement celui des Comores. Alors, clairement, celui des Comores, pourquoi? Parce que d'emblée, on va bien ressentir cette note épicée. Alors, j'aimerais bien définir cette note épicée, parce que très souvent, on parle de note épicée. Note épicée, ça ne veut rien dire. Il y a des épices chaudes, il y a les épices froides, il y a des épices qui sont très montantes, il y a des épices qui sont très, au contraire, très au ras du sol, qu'on sent à peine. Et donc, la note épicée ici, elle est claire, nette, très, très bien identifiée. C'est celle du clou de girofle. Donc, il y a très, très peu d'eugénol et d'isoeugénol, par exemple, dans le ylang-ylang, mais par contre, qu'est-ce que ça sent le clou de girofle? Et ça, c'est dû notamment à la présence du fameux bêta-cariophyllène, qui est une des molécules principales qu'on retrouve dans le clou de girofle. Donc, cette note épicée, c'est une note épicée qui est chaude, déjà, qui est légèrement fumée, légèrement camphrée, donc légèrement médicinale, qui ressemble un peu à un cerneau de noix. Lorsque vous ouvrez une noix, que vous mettez votre nez dedans, vous allez sentir un peu le clou de girofle. Et donc, avec un ylang-ylang, vous allez avoir cette note épicée qui va arriver là, très franchement. Et petit à petit, c'est-à-dire au bout d'une demi-heure, des notes, alors excessivement belles, des notes crues. Alors, le cru, ça, c'est très, très difficile à reproduire, par exemple,
en cosmétique. Donc, avoir l'idée qu'on se trouve à l'intérieur, le nez à l'intérieur de la fleur. Et donc, vous allez avoir cette note verte, crue, très ronde, qui va apparaître avec certains ylang extra, pour petit à petit, et ça c'est sur la fin de la première heure, début de la deuxième heure, une note poudrée qui va apparaître, et là, vous commencez à sentir une odeur très florale, très connue, qui est le fameux œillet. L'œillet qui a ce côté ylang-ylang, qui a ce côté vanille, qui a ce côté clou de girofle, des notes boisées, chaudes, etc. Donc, quand vous avez un excellent ylang-ylang, vous avez ces notes qui apparaissent et c'est extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle l'ylang-ylang extra est utilisé en parfumerie, parce qu'on voit qu'on a une matière qui part des notes de tête et qui va jusqu'aux notes de fond. Ça va pouvoir mettre en évidence certaines notes de tête ou dès le départ annoncer la couleur. Si vous avez du jasmin, de la rose, de la tubéreuse, donc plutôt des fleurs blanches ou de la fleur d'oranger, la rose n'étant pas une fleur blanche, on est d'accord. Si vous mettez du ylang-ylang, dès le départ, dès la note de tête, vous allez pouvoir annoncer par la suite qu'il y a toutes ces fleurs blanches qui vont arriver. C'est la raison pour laquelle on va utiliser, ou a plutôt été utilisé, par exemple, l'ylang-ylang dans le fameux Chanel numéro 5. Il est là, il passe un peu inaperçu, mais il va en fait annoncer tout le cœur de ce parfum. Et donc, très souvent, quand on utilise l'ylang-ylang, rarement en soliflore, donc en simple note, c'est pour annoncer des fleurs blanches. C'est en ça qu'il est très intéressant. Le dernier élément, c'est l'absolu que l'on trouve de temps en temps. Alors, l'avantage de l'absolu, c'est que vous allez débarrasser de toutes les notes qui sont trop épicées, trop piquantes, des notes de tête qu'on pourra avoir dans un extra ou dans un total. Donc, on va plutôt se retrouver ici, là, très clairement, le nez dans les esters. Et l'ester, c'est le plus convaincant, évidemment, c'est ce fameux vernis à ongles. Vernis à ongles qu'on va retrouver dans le jasmin, c'est quand même une des notes. Quand on vous dit qu'un ylang-ylang est jasminé, c'est parce qu'on va retrouver cette odeur typique de vernis à ongles, d'une part, et d'autre part, des notes de poire. Notes de poire, notes de pommes, des poires confites, des poires en confiture. Donc, vous allez avoir cette petite note acido-sucrée qui va apparaître en cœur, je vais dire. Et alors, très, très étonnant, avec le temps, et ça, de nouveau, vous pouvez le sentir au bout de 2-3 jours, vous n'êtes plus du tout sur du ylang-ylang, vous passez sur du savon. Vous avez une odeur florale qui devient laiteuse, savonneuse, qui sent un peu l'encens, le bâton d'encens qui a fumé. Et donc, cette note savonneuse, étonnamment, elle dure excessivement longtemps. Ça veut dire qu'elle peut rester plus de 10 jours sur une touchette sans problème. Ça ne veut pas dire que c'est une note qui va éclater partout, mais c'est une note qui est là, langoureuse, toute fine, et qui vous donne envie de « Ah, je ressens ce parfum » et de fait, ça sent un bon parfum de savon. Alors, une fois qu'on sait tout ça, c'est bien beau, comme dirait tout le monde. J'ai beau savoir que ça sent le clou de girofle et autres, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh bien, on peut faire plein de choses. Bien évidemment, on peut faire de la cosmétique, si ça veut bien changer de page. Où êtes-vous? Allez, la technique. Ensuite, on va enchaîner rapidement. Oui, je termine, je te rassure. Oui. Pas que c'est pas intéressant. Donc, on peut faire de la cosmétique. Donc, la cosmétique pour parfumer, c'est crème de jour, c'est sel de bain, etc. On peut réaliser ce qu'on appelle des soliflores. Ça veut dire que vous allez prendre ce genre de petits ustensiles qu'on appelle des roll-up. Hein, donc, avec ici une petite bille. Vous allez mettre, par exemple, de l'huile de jojoba. Donc, l'huile de jojoba, l'avantage, c'est qu'elle ne va pas s'oxyder, donc elle ne va pas devenir mauvaise avec le temps. Et vous allez y mettre 5% d'huile, par exemple, de l'extra d'ylang-ylang. Et vous allez pouvoir mettre ça sur vos avant-bras, par exemple,
comme l'avait dit tout à l'heure Véronique, se diminuer sa pression pour essayer de se calmer un peu, pour avoir finalement une odeur agréable tout au long de la journée. C'est l'avantage, je vais dire, de l'huile, parce que l'huile, étant un corps gras, ça va permettre de ne pas diffuser trop vite l'odeur. L'autre possibilité, c'est évidemment en cuisine. En cuisine, vous pouvez utiliser l'ylang-ylang, et là, je vous conseille plutôt d'utiliser un ylang-ylang en absolu. En absolu, pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va avoir peut-être moins de notes très, très épicées, trop épicées. Et donc, ça peut devenir parfois un petit peu ennuyeux quand c'est trop épicé dans certains desserts, ou au contraire, je dirais, devenir un peu trop important dans le dessert. Alors que l'on doit avoir ici plutôt une note étonnante. Raison pour laquelle je mentionne le fait qu'on peut, par exemple, faire une crème fraîche fouettable, aromatisée avec une touche d'ylang-ylang, auquel vous apporterez simplement une boule de vanille ou un ananas caramélisé. Ça étonnera vos invités sans problème. Alors en littérature, bon là c'est clair que les odeurs d'ylang-ylang ne peuvent que vous aider à écrire tout ce que vous avez bien envie d'écrire, ça c'est clair et net. Et alors je terminais ici dans mon document avec, je suis un amateur de whisky et il y a moyen de floraliser les whiskies. Et donc ici j'ai pris en l'occurrence un whisky irlandais 10 ans d'âge qui a des notes de tête bien spécifiques, c'est-à-dire du chêne qui est entrecoupé de notes poivrées, gingembre, citron, gingembre. Et les notes de fond, c'est du caramel chaud, chocolat, vanille, etc. Et donc ici, ce que je propose de faire, et ceux qui nous regardent de le faire aussi, c'est de chez vous laper. Le verbe laper, ça veut dire on met une petite goutte là et on lèche une goutte du ylang-ylang qu'ils ont chez eux. Et là, ils vont quand même voir la différence entre ce que sent un ylang-ylang et ce que goûte un ylang-ylang. Parce que c'est bien beau de proposer des recettes, mais si on ne sait pas ce que ça goûte de ylang-ylang, on risque de faire quelques ravages. Et en l'occurrence, ici, moi, j'utilise le ylang-ylang extra que je possède parce que lorsque vous goûtez, d'emblée, c'est d'une amertume pamplemousse, mais à taper les mouches au plafond. C'est l'intérieur d'une peau de banane. Alors, cette partie blanche, vous grattez un peu, vous mettez en bouche, d'emblée, vous allez avoir cette amertume-là. Et puis, en même temps, vous avez une fraîcheur mentholée qui est très, très importante. Et petit à petit, vous avez le piquant, l'épicé giroflé, comme j'ai dit tout à l'heure, qui apparaît, et votre bouche qui s'anesthésie. Donc, le génol, il n'est pas là par hasard. Ça vient un petit peu émoustiller vos lèvres. Et petit à petit, vous avez de l'eau de rose, le goût des loukoums et surtout le tutti frutti. Donc, ce mélange à la fois ananas, kiwi, orange, ça, ce sont les notes de fond que vous pourriez avoir. Ça veut dire que moi, je propose dans un whisky de mettre, je vais dire à la trace, ça veut dire moins qu'une goutte, une demi-goutte, plus ou moins par verre, de cet ylang-ylang. Vous laissez macérer ça pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, et d'un coup, vous avez un whisky qui devient étonnant parce qu'il est à la fois épicé, il est mielé, il est liquoreux, et vous avez toutes les flaveurs exotiques qui apparaissent en bouche. Je laisse la place à Nathalie. Merci beaucoup, merci. On va enlever Donc, le document, on peut le retrouver sur ta page. Sur ma page Essence Lyrique, on va pouvoir le retrouver dans son entièreté. Alors, j'essaye de voir comment on enlève ça. Attends. Donc, c'est fascinant de se retrouver dans différents univers comme ça, tout en restant autour de l'ylang-ylang. Alors, si je fais Escape, hop. Tu vois encore ou pas? Oui, on voit encore. Il y a toujours le nouveau. Attends. Options, Je vais en partage. profiter pour m'adresser aux gens qui nous écoutent en direct. J'ai vu qu'il y avait quelques questions.
entre autres, on n'a pas parlé des hydrolats, c'était un choix éditorial pour ne pas s'égarer. Si on a le temps tout à l'heure, on pourra aborder le sujet. Sinon, je vois passer d'autres questions, mais souvent, je ne veux pas trop couper les intervenants, puis je me dis que peut-être que chacun des intervenants pourra aller jeter un coup d'œil aux questions et répondre en personne par écrit. Donc, mais j'ai bien vu vos questions. J'ai simplement décidé que c'était peut-être plus facile de simplement continuer puis d'y aller de cette façon-là. Donc, je passe la parole à Nathalie qui nous amène dans son univers à elle. Il me reste quelques minutes. Oui, oui, écoute, prends tout le temps que... Ok. Merci Bruno pour ces envolées lyriques. Toujours nous emmener dans ces effluves, on les sent, enfin je les ai sentis en même temps, j'ai essayé de retrouver, voilà, je me suis amusée un petit peu en même temps. Et c'est toujours très agréable. Merci à chacun d'entre vous. Et moi, je vous emmène un petit peu dans mon univers maintenant. Et merci Cassim de nous avoir montré aussi cette tellement jolie fleur avec son cœur rouge. Et c'est tellement parlant en fait. Et mon envie, moi, mon désir est d'emmener les gens vers la plante et d'aller à la rencontre de la plante, au-delà de tout ce qui est dit, au-delà de tout ce qui est écrit, de lâcher tous nos savoirs, de lâcher tout ce que l'on sait et de découvrir un peu comme un enfant innocent, tout neuf, et d'aller à la rencontre de cette plante. Juste soi. Et c'est assez magique. Parce que dans toutes les littératures, aromathérapie, il y a énormément de choses sur l'ylang-ylang. C'est une plante qui est énormément utilisée, elle a tellement de richesses, comme nous disait Véronique, elle nous apporte tellement sur le côté parasympathique, elle est tellement présente et elle peut vraiment être tellement aidante et accompagnante pour tout ce qui est angoisse, stress, nervosité, etc. Donc elle est vraiment présente, mais moi, toute seule face à cette plante, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai? Et j'aime bien voir la plante, j'aime bien voir l'arbre aussi d'où est issue la plante, voir aussi les cueilleurs, comment se passe cette cueillette, comment les cueilleurs en ont fait ont évolué, puisque l'arbre, quand il pousse tout seul, apparemment les fleurs qui sont tout en haut déjà sont inatteignables, mais elles n'ont pas la même odeur. Elles sont complètement différentes. Donc, de voir que l'homme transforme, hein, puisque c'est notre but ici à tous, c'est finalement c'est cette alchimie que l'homme crée entre la plante, les matériaux qu'il utilise, le bois pour faire chauffer l'eau, la terre. Et d'ailleurs, Cassim, je voulais te demander, je voulais te poser une question. Les alambics qui sont utilisés sont en quel matériau? C'est vrai que j'en ai pas parlé, je suis passé très rapidement. Elles sont en inox, justement. Autrefois, vraiment, jadis, on va dire, c'était en cuivre. Et puis finalement, on a fait des alambics en galva et pour éviter l'oxydation des phénols, en particulier des composés alcooliques, des aldéhydes aussi. Du coup, voilà, c'était pas bon du tout. Il fallait passer à quelque chose, à un autre matériau, et on a choisi l'inox pour ça, en fait. Ok, merci. Voilà, voilà, ça nous montre l'alchimiste que nous sommes et qui transformons la plante pour avoir son essence, sa quintessence. C'est aussi un terme qui est très utilisé. Que nous sommes et qui transformons la plante pour avoir son essence, sa quintessence. C'est aussi un terme qui est très utilisé. Que nous sommes et qui transformons la plante pour avoir son essence, sa quintessence. C'est aussi un terme Il y a un écho. Écho. Je pense qu'il faudrait que Bruno éteigne son micro. Parfait. C'est ça qui m'intéresse en fait, c'est de voir nous. Ah bah du coup je t'entends plus.
Oui, désolé, mon micro Ouais, moi, était fermé maintenant. Donc, on a perdu le fil parce que c'était... Voilà, je retrouve le fil. Si, si tu es capable de reprendre, je te laisse faire. Sinon, moi, j'avais des questions pour enchaîner. Ouais, je t'en prie, vas-y, Mais je profite voulais de... savoir, parce que tu parlais de rencontrer la plante et tout, est-ce que toi qui as fait beaucoup de voyages, est-ce que tu as eu la chance d'être en contact avec l'ylang-ylang en personne? Oui, j'ai eu la chance d'aller beaucoup à Madagascar, puisque dans mes nombreux voyages, j'y allais pendant une époque, j'y allais tous les mois, aussi pour l'humanitaire. Donc j'ai eu la chance de pouvoir aller visiter des plantations pas très loin de Tana, mais j'aurais apprécié d'aller un petit peu plus loin et voir plus. C'était et c'était très intéressant. Mais à cette époque-là, j'étais pas aussi intéressée de me relier aux plantes. Et malgré tout, aujourd'hui, on peut le faire n'importe où qu'on soit. C'est ça qui est bien, c'est que l'on soit au Québec ou que l'on soit en Belgique ou en France, on peut retrouver Cassim dans son terroir et aller ressentir par toute sa passion et par toute la richesse de ses mots et retrouver un petit peu justement de cette alchimie. Et c'est ça qui est intéressant. Et en fait, l'ilang-ilang je vais parler un petit peu de l'ilang-ilang de manière générale, et puis après je reviendrai un peu sur ma reliance à moi. Oui. D'une manière générale, pour rebondir sur tout ce que nous donnait comme information Véronique, donc la première axe d'intérêt, c'est vraiment cette relaxation du mental. On va vraiment permettre au mental de se poser, de se déposer, de pouvoir tempérer tout ce qui est mental un peu trop agité, tout ce qui est aussi guidé par la notion de il faut, je dois, voilà, toutes les tâches du quotidien, toutes ces choses où on s'astreint, où on a une astreinte, et en fait, où on a beaucoup de contrôle et beaucoup de contraintes. On s'impose beaucoup de contrôle sur soi. Donc, il y a vraiment, on parle beaucoup de l'ilang-ilang avec la notion de facilité de lâcher prise. Oui, mais comment? Comment ça se passe? Véronique nous expliquait un petit peu tout le procédé neurotransmetteur tout à l'heure. Et donc vraiment, là, c'est pas quelque chose de perché et tête en l'air. C'est vraiment, il se passe quelque chose de chimique. Il y a une symbiose entre la chimie, notre chimie interne et la chimie de la plante. Et c'est ça qui est assez magique en fait, de voir que juste sentir une huile essentielle, il se passe plein de choses à plein de niveaux. Niveau du ressenti individuel, et aussi au niveau de la biochimie, on n'en a même pas conscience, mais il se passe plein de choses juste en olfaction. Et parfois, ça suffit. Pas besoin d'aller chercher à faire des choses extraordinaires. Juste quelques minutes, se poser, prendre le temps pour soi, de justement poser le mental. Là, on va vraiment permettre de lâcher le contrôle, d'éviter en fait d'avoir le mental comme tyran domestique à l'intérieur de soi. Voilà, ça c'est un peu une première approche de l'ilang-ilang. Il a cette vertu de nous permettre d'aller vers notre intuition, d'aller vers nos ressentis intuitifs. C'est un peu comme si on débranchait. Et en débranchant, on va se permettre de revenir à quelque chose qui est beaucoup plus simple, qui est beaucoup plus primaire finalement, qui est d'être à l'écoute de ses ressentis, d'être à l'écoute de ses sens. C'est une huile essentielle qu'on dit très sensuelle. On parlait tout à l'heure d'aphrodisiaque, mais en fait, en premier, elle permet de retrouver le chemin vers ses sens. Elle permet d'être à l'écoute de ce qui se passe pour soi, d'être juste là pour soi. Parfois, on n'est même pas là, on n'est même pas présent parce qu'on est dans la prochaine réunion, dans l'exercice de faire 12 choses à la fois. Juste permettre d'être dans l'instant présent et d'être à l'écoute de ce qui se passe. Donc, quand on sent l'huile essentielle d'ylang-ylang, outre le fait qu'on va calmer le mental, on va être à l'écoute de nos ressentis, de notre intuition. Du coup, on va pouvoir développer autre chose qui est cette ouverture du cœur.
Et j'étais assez bluffée tout à l'heure quand tu nous parlais de médecine traditionnelle chinoise et justement de cette action sur le qi du foie, mais en fait qui est vraiment pour travailler sur le cœur. Et on le voit dans cette fleur qui est très impressionnante par ses pétales très longs jaunes et qui finalement révèle son petit cœur rouge à l'intérieur qui est comme un trésor. Et bien c'est un peu ça qu'on va faire avec l'Ylang Ylang. On va un petit peu ouvrir, développer, s'épanouir notre fleur intérieure et aller vers notre cœur. C'est une huile essentielle, on disait sensuelle, qui va agir sur, bon, si on parle des chakras en même temps, si on parle énergétique en même temps, on va agir sur toute la sphère au niveau sacré. Donc le chakra sacré, c'est le siège de nos émotions, c'est le siège de notre sensualité aussi, c'est le berceau pour la femme, c'est le berceau, c'est notre coupe, c'est notre chaudron intime. Là, je viens de dire un mot qui est très important. Et bien sûr, pour les hommes aussi, c'est très important, cette notion du sacré. Et c'est aller dans cette notion du sacré pour être à l'éveil, dans l'éveil de nos sens, pour pouvoir ensuite remonter et ouvrir notre cœur et pouvoir nous épanouir telle une fleur. Aller puiser la lumière qui est à l'extérieur, mais aussi ressentir cette lumière qu'on a à l'intérieur. C'est assez intéressant. C'est une grande huile essentielle pour nous amener joie de vivre, optimisme, pour ramener un petit peu, chasser toutes les idées noires, pour permettre d'être dans la joie et l'euphorie, mais sans culpabilité. On enlève les il faut, les je dois. Ils ne sont plus là. On est juste dans l'appétit de vivre, le goût de vivre, la joie retrouvée, et tout en ayant ce sentiment de sécurité, de plénitude et de complétude. Voilà, on a libéré toutes les tensions, on a enlevé toutes les racines de toutes les peurs. On est en sécurité, on peut enfin s'exprimer. Je parlais d'intimité, je trouve que c'est très intéressant. Je fais souvent des pratiques lors des cercles de reliance sur l'Ylang Ylang. J'ai proposé une pratique, je vous invite, si pour ceux qui sont là présents et puis pour ceux qui nous suivent, à éventuellement la faire. C'est juste mettre une goutte de jojoba dans la main et une goutte d'huile essentielle d'Ylang Ylang et de caresser ses mains avec une extrême lenteur. D'être vraiment dans cette attention pour soi que l'on n'a jamais. Parce que quand on va mettre de la crème pour les mains, on va être comme ça, hop, ça y est, c'est fait, j'ai mis de l'ylang, ça sent bon, tout va bien, je peux aller à ma réunion. Là, on est justement, on pose. Et là, je fais attention à ma peau. Je suis attentive à chaque millimètre de peau. Et ainsi, je m'honore. Ainsi, j'honore ce temple qui est mon corps. J'honore aussi qui je suis dans toute mon intimité. On est aujourd'hui dans une époque où il n'est pas très facile de montrer notre peau, pas très facile de se montrer nu tel que l'on est. Cette huile essentielle, elle nous permet d'être dans cette intimité. On a souvent honte, on a pu aussi avoir des blessures de honte ou d'humiliation, de moquerie quand nous étions petits. Ylang Ylang va nous permettre de revenir sur toutes ces blessures, de les lâcher, de les libérer, pour être enfin sans complexe, sans jugement, dans la bienveillance envers soi. On est là, tel que l'on est, peu importe si on est un peu différent des autres. Là, je suis enfin tel que je suis. J'aime beaucoup utiliser les archétypes. En tout cas, aller à la rencontre de la plante, c'est personnifier la plante, la représenter comme un personnage. Parfois, cela peut être un animal, mais parfois, cela peut être un personnage. Et dans les voyages olfactifs que je propose en individuel, j'amène la personne à aller vers l'esprit de la plante. Et ce qui va faciliter, c'est justement de la personnifier, de la rendre vivante.
chacun va avoir sa manière. Et la mienne, elle va être différente de celle de Cassim, Véronique, Bruno, Gilbert et tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Mais la mienne, moi, voilà comment je la vois. Je la vois comme une femme, parce qu'elle est très féminine, même si elle va parler aux hommes de la même façon, parler à votre part féminine, messieurs. C'est une femme qui est complètement décomplexée. Je dirais que c'est une femme des îles, habillée avec des couleurs chatoyantes, qui est peut-être un peu pulpeuse, mais qui est bien dans sa peau, qui est libre. Et puis si jamais on s'adresse à elle en disant « mais tu parles un peu trop fort » ou alors « t'es peut-être un peu trop grosse » ou « t'es pas comme les autres », elle dit « tout va bien, moi je suis bien, je suis là et j'apprécie ma vie, je m'exprime dans tout ce que je suis ». Voilà, pour moi, cet archétype. C'est la femme passionnée. Donc, c'est les hommes passionnés aussi, hein, note que nous avons là, des hommes passionnés. Et c'est en quelque sorte comme une Vénus. Vous voyez Vénus qui sort, on l'a dans le tableau de Botticelli, ou je me trompe, peut-être, qui sort nue, un peu ronde, parce que c'était aussi les critères de l'époque. Bien voilà, c'est ça. Elle ose montrer qui elle est enfin libre d'être qui elle est. Wow. Voilà, en gros, ce que je peux dire, donc lâcher prise d'essence, elle va nous permettre de nous réconcilier avec nous en entier, complètement décomplexé, dans l'acceptation totale de qui l'on est, dans l'acceptation totale de notre parfaite imperfection. Elle nous apprend à accueillir la joie en nous. Elle nous parle de notre sensorialité, de tous nos sens à l'écoute et donc aussi nos ressentis intuitifs. Elle nous reconnecte à notre essence vraie. Et ainsi, on est en totale paix avec soi, en totale acceptation de qui nous sommes. Et nous pouvons lâcher définitivement toutes les entraves qui nous empêchent d'être dans notre liberté d'être. Et ainsi nous permettre de nous déployer et telle cette magnifique fleur de pouvoir révéler notre lumière. Voilà, je propose souvent des rituels beauté que tout le monde peut faire, hein, pas seulement que les femmes. Et donc Véronique nous en a parlé un petit peu aussi, Bruno. Les rituels beauté, c'est un peu entrer dans un espace sacré. C'est honorer qui l'on est. C'est des pieds à la tête. Ce matin, j'ai fait un bain à l'ylang-ylang. J'ai pris le temps ensuite de mettre de la crème à l'ylang-ylang. Donc, je suis complètement dans cette aura d'ylang-ylang pour révéler ma lumière. Voilà. Cassim, tu voulais ajouter quelque chose? En fait, je suis très étonné, en fait. Étonné et même émerveillé. Cette fleur accompagne ma famille depuis des générations et je suis retourné vraiment je suis venu à Mayotte pour cette fleur-là et pour relancer la production mahoraise, pour aider en tout cas, voilà, c'est les producteurs. Je ne savais pas que dans certains coins du monde, voilà, l'ylang amenait les personnes à être dans leur propre univers ou à voyager autrement. Mais j'ai noté plein de choses et que j'essaierai peut-être de ressentir à ma manière, comme tu le dis, mais Nathalie, mais j'avoue que c'est incroyable. On a été 4 aujourd'hui, 5 avec Gilbert, mais chacun a apporté son côté. Alors moi, c'est plutôt le côté peut-être cartésien, process, c'est comme ça qu'on la fabrique, voilà. Puis bon, la seule manière là où elle me transporte l'ylang, c'est vraiment dans mes souvenirs, dans mon enfance, dans mon adolescence et ce que j'ai vécu il y a juste quelques mois ou quelques années. Comment j'allais dans les champs et comment je ressentais
cette compagnie que j'ai eue et ça s'arrête voilà là. Donc, moi, je m'en mets tous les jours pour ressentir ça, pour me remettre, pour ne pas oublier. Et ce que tu viens de parler, Nathalie, c'est vraiment un voyage autrement, quoi, en fait. Bruno, c'est autre chose, c'est poétique, c'est au niveau des molécules, au niveau, voilà, ça parle autrement. Et Véronique, tu m'as tellement appris sur la neurotransmission et compagnie. J'avoue que les mécanismes et tout ça, j'avoue qu'on se complète bien et chapeau Gilbert de nous avoir choisis et de nous avoir mis en relation comme ça aujourd'hui. Je trouve que c'était vraiment très, très, très enrichissant pour moi. En tout cas, j'ai vu plusieurs facettes de Lilang et je suis un passionné de Lilang, j'avoue. Peut-être que je me focalise trop dessus parfois et que j'oublie certaines choses à côté, mais j'essaye de revenir avec mes filles qui sont là pour me booster et qui me disent « Papa, au premier jour, on a vu un pied d'Ilang et on a pensé à toi grâce à Lilang. » Mais voilà, donc, ça me transporte autrement et en tout cas, merci à tous les trois de m'avoir enrichi autant. Merci à vous quatre d'avoir partagé votre univers et d'avoir pris le temps de… C'est aussi de la préparation, c'est de vous êtes imprégné de cette plante pendant les derniers jours, les dernières semaines, et puis d'avoir partagé ça avec nous aujourd'hui. La rencontre a duré quand même plus de 2 heures. On pensait faire en plus court, mais je pense que j'ai laissé aller et ça a été, je pense, un plaisir je l'espère, pour tout le monde qui a assisté en direct et pour ceux j'espère que ça le sera pour ceux qui vont voir la vidéo aussi. Et puis, donc, merci Véronique, Bruno, Nathalie, Kassim. Ça a été un bon moment. Je vous souhaite une belle fin de journée. Et puis, on reprendra ça peut-être à la découverte d'une autre huile essentielle, d'une autre plante. C'est vraiment avec plaisir que je suis. Avec plaisir. Merci Gilbert, merci à tous les quatre en tout cas. Merci Kassim. Merci à vous quatre. Merci aux internautes qui nous ont écoutés aussi. Oui. Il y en a plusieurs qui étaient là. S'il y a des questions, on essaiera de répondre individuellement dans les prochains jours. J'essaierai de regarder moi aussi de mon côté. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Donc, à bientôt. Merci. Merci. Bon dimanche. Au revoir. Merci.